Je vais donc vous entretenir de la naissance du paysage en Chine. Parce que c'est en Chine que cette notion est apparue pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vers le IVe siècle de notre ère. Ça fait bizarre. Enfin, les personnes qui suivent ce séminaire depuis quelque temps ne sont plus surprises. Mais parler de naissance du paysage, évidemment, ça se place dans une certaine optique, une certaine problématique, qui est celle de la mésologie, pour laquelle les réalités, ce qui est pour nous la réalité, c'est toujours historique, et il y a des émergences au cours de l'histoire qui font que certaines notions, certaines réalités apparaissent, et ce qui est pour nous la réalité aujourd'hui n'a pas toujours existé. Donc le paysage, pour nous, évidemment, il y a paysage partout, et en principe il devrait y avoir paysage depuis toujours, dans la mesure où il y a de l'environnement, mais l'histoire nous apprend que non, et l'anthropologie aussi. Donc dans la problématique de la mésologie, la question c'est de savoir quand l'environnement a commencé à apparaître en tant que paysage. Tout est dans cette en tant que paysage, c'est-à-dire cette advenue à la réalité. Et pour employer une notion plus philosophique, c'est l'existence. La réalité, c'est ce qui existe, mais étymologiquement, c'est existere, le verbe se tenir hors d'eux, et dans le cas de la problématique de la mésologie que vous commencez à connaître, c'est se tenir hors d'eux un état de puissance qui n'est pas encore advenu à la réalité. Alors cet état de puissance qui n'est pas encore advenu à la réalité, ou un en soi qui n'est pas encore advenu à la réalité humaine, on l'appellera S, c'est-à-dire le sujet au sens logique, ce dont il s'agit, et qui va être saisi en tant que P, c'est-à-dire un prédicat. Le prédicat, en logique, c'est ce que l'on dit à propos d'un sujet. Donc, de manière plus générale, ce rapport, la barre oblique signifie en tant que, c'est S en tant que P, ou, pour traduire, en l'occurrence, l'environnement en tant que paysage. Bon, donc cet en tant que paysage apparaît au IVe siècle. Et il apparaît sous le terme sansui. C'est-à-dire montagne, eau, ou les monts et les eaux, ou les monts et les rivières. Sansui. Ce mot de sansui, lui non plus n'a pas toujours existé, bien qu'il soit composé de deux termes, shan, la montagne, et shui, l'eau, qui ont une très très longue histoire, bien entendu, mais qui, pendant très longtemps, dans la langue chinoise, ont existé séparément. Et ce terme sansui, qui a pris vers le IVe siècle le sens de paysage, c'est culturellement et historiquement le plus important dans ce domaine, bien qu'il y ait dans la langue chinoise de nombreux termes pour dire paysage, beaucoup plus qu'en français ou que dans d'autres langues européennes, mais c'est celui-là le plus important, et je n'ai pas le temps de parler des autres, ni de faire une revue de tous ces termes, donc nous parlerons seulement de ce sansui. Précisons d'abord que, certes, c'est le paysage, mais avec des connotations qui ne sont pas exactement les mêmes que celles du terme paysage dans la langue française.
il s'agit bien de paysages de montagne et d'eau. Paysages de montagne et d'eau. Ce qui veut dire notamment que ça ne peut pas être un paysage urbain. Il y a vraiment une contradiction dans les termes si on accolait Xianshui au mot ville. Et une anecdote à cet égard, qui m'a été rapportée par Yolène Escande, grande spécialiste du paysage en Chine. Il s'agissait, à la biennale de Shenzhen, qui est près de Hong Kong, de consacrer, c'était vers 2000, il y aurait eu un concours de paysage urbain pour les artistes. Eh bien, finalement, personne ne comprenait rien à Changshe, qui veut dire la ville. Changshe, Shanshui, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. D'ailleurs, pour pas mal de gens encore aujourd'hui, le mot paysage urbain paraît bizarre. Parce que paysage, ça connote la nature. Et d'ailleurs, Shanshui, ça pourrait se traduire aussi par la nature. Donc, Yolène Escande, je vous donnerai des références quand on fera circuler le texte de cet exposé. Vous aurez les références d'un livre de Yolène Escande, un livre qui s'appelle justement Montagne et eau, la culture du Xianshui, un livre qui date de 2005. Une autre référence, c'est celle de Nicole Vandier-Nicolas, Esthétique et peinture de paysage en Chine, des origines au Song, qui est un peu plus ancien, 1982, qui a choisi de traduire. Alors, c'est une phrase célèbre du premier traité sur le paysage de l'histoire en Chine, mais de l'histoire humaine tout court, il n'y en a pas d'autre avant. C'est Introduction à la peinture de paysage, d'un peintre qui s'appelait Zhong Bing. Il a vécu de 375 à 443. Donc, Zhong Bing, vers le début, ce n'est pas exactement la première phrase, mais c'est la troisième à peu près, il dit, alors je vous cite la traduction qu'en donne Madame Vandier-Nicolas, « Quant aux montagnes et aux eaux, hein, le chinois dit là « Xianshui ». Quant aux montagnes et aux eaux, tout en possédant une forme matérielle, elles tendent vers le spirituel. Tout en possédant une forme matérielle, elles tendent vers le spirituel. Donc là, il y a le choix de garder montagne et eau, et non pas dire paysage. C'est une phrase très célèbre dont il y a de nombreuses traductions possibles, mais je n'entre pas dans le détail. La question que nous allons nous poser, c'est de savoir comment Xianshui a pris le sens de paysage. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça s'est passé vers le IVe siècle de notre ère, à une époque qu'on appelle les 6 dynasties. Les 6 dynasties qui vont du IIIe au VIe siècle. C'est une époque très troublée, qui fait suite à une période plus courte qu'on appelle celle des 3 royaumes, elle-même faisant suite à l'empire Han, l'écroulement de l'empire Han, qui est à peu près contemporain de l'empire romain, et qui s'écroule au IIIe siècle. Période très troublée, avec des guerres incessantes à tel point que la population de la Chine tombe au-dessous de 20 millions d'habitants, ce qui est l'étiage historiquement connu. La Chine, c'est quand même grand, vous voyez, mais 20 millions
pour une étendue aussi vaste, c'est dire que la population était décimée par ces guerres incessantes. Donc, période très troublée, au cours de laquelle il y a de multiples changements dynastiques, surtout dans le Nord. Dans le Nord, à la même époque que celle des 6 dynasties, on compte jusqu'à 16 royaumes barbares ou semi-barbares, alors que dans le Sud, justement, 6 dynasties vont se succéder. Et le Sud était plus calme. Néanmoins, vous voyez, 6 changements de dynastie en 3 siècles, ça fait beaucoup. Ce qui a conduit de nombreux lettrés, les mandarins, qui formaient l'armature administrative de l'Empire. Ils sont à la fois fonctionnaires et lettrés. Beaucoup d'entre eux, au moment des changements de dynastie ou autrement, décident de quitter la ville où ils avaient leurs fonctions et de retourner sur leurs terres, parce que c'était des grands propriétaires fonciers. Ils retournent sur leurs terres pour sauver leur vie, quelquefois, ou tout simplement pour manifester leur désaccord vis-à-vis du pouvoir, ce qui était risqué d'ailleurs. Et retournant donc à la campagne, ils vont la regarder avec un autre regard que les paysans. Ils vont la regarder avec un regard de lettré. Et c'est de là qu'est né le paysage, parce qu'ils vont trouver à la nature un sens esthétique qui, pour les paysans, n'existait pas. Pour les paysans, c'était le milieu qui leur permettait de vivre. Mais pour ces lettrés retirés, qui se sont décrits, parce que c'est eux qui ont écrit l'histoire, donc ils se sont présentés pour l'histoire, pour la suite des siècles, comme des ermites ou des anachorètes. Anachorète, ça veut dire qui retourne à la campagne. Ermite, ça veut dire qui habite au désert. Désert au sens classique, c'est-à-dire où il n'y a personne. Ermite vient de eremos, désert. Etc. Et ça finit par ce regard cristallisé en paysage. Et c'est daté même avec une grande précision le 3e jour du 3e mois de l'année 353. Alors, 3e jour du 3e mois, ça correspond à une fête traditionnelle, à l'occasion de laquelle un grand lettré, et qui est connu comme le plus grand calligraphe de l'histoire chinoise, Wang Hijie, avait réuni une quarantaine d'amis dans sa villa, à la campagne, qui s'appelle, il l'avait baptisé, le pavillon des orchidées. En chinois, Lanting. Lanting. Pavillon des orchidées. Le 3e jour du 3e mois. Donc pour cette fête, et comme on faisait à cette époque, les amis, les lettrés, se réunissent dans le vaste jardin, au bord du ruisseau, toujours un ruisseau dans un jardin paysager, et ils composent des distiques. Alors, c'est une sorte de banquet où on faisait cela, et il s'agissait, vous lâchez en amont une coupe de vin, à moitié remplie, elle flotte, et avant qu'elle arrive devant vous, vous devez avoir composé un distique, c'est-à-dire 2 verres. Et si vous n'avez pas eu le temps de composer le distique, alors les versions varient, soit vous n'avez pas le droit de boire, soit au contraire, vous devez boire, et à la fin, vous êtes complètement... Voilà. Bon. Et l'histoire a gardé les poèmes qui ont été composés à cette occasion, le 3e jour du 3e mois, 353. Et dans ces poèmes, le mot xianshui apparaît plusieurs fois,
avec indubitablement le sens de paysage. C'est donc bien l'acte de naissance, vraiment acte puisque c'est écrit, l'acte de naissance du paysage. La question que nous allons nous poser, c'est comment en est-on arrivé là?